Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, invité politique, est Charles Compagnon, conseiller municipal d'opposition de Rennes, président du groupe Agir pour Rennes. Il est avec nous en direct ce matin. Il a fait la route pour être au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de politique, évidemment, ce matin. Je voulais aussi vous interroger, avant de commencer, sur le fait que vous ayez quitté le groupe Centre et de la droite au sein du conseil municipal de Rennes pour rejoindre Horizon. Quel a été le déclencheur de ce choix, allais-je dire? Alors, votre question m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas quitté le groupe et ça me permet, et vous me donnez l'occasion de préciser les choses. Donc, le groupe que je préside au conseil municipal qui s'appelle Libre d'Agir pour Rennes existe toujours. J'en suis toujours son président. Il regroupe toujours plusieurs partis. Il y a des gens du MoDem, il y a des anciens de l'UDI, il y a même un LR et il y a moi qui n'étais pas encarté. Et moi, j'ai rejoint, il y a quelques temps, le mouvement, le parti qu'a créé Édouard Philippe, Horizon. Donc, je suis, comme on dit en politique, encarté maintenant, la première fois de ma vie, à 50 ans, il fallait que ça arrive. Je suis encarté chez Horizon, je suis délégué représentant d'Horizon sur Rennes, mais je suis toujours au sein de ce groupe multiparti d'opposition à la mairie de Rennes et à la métropole. Je suis toujours le président. Donc, en fait, j'ai rien quitté, j'en ai pris en plus. Voilà, vous en avez pris en plus. Donc, c'était utile aussi de faire cette précision. Puis, alors on parle aussi, on va parler tout à l'heure des européennes. Hein, c'est important de revenir sur les européennes dans le climat actuel. Charles Compagnon, on vous prête aussi des ambitions pour Rennes pour 2026. Qu'en est-il? Vous avez déjà une petite idée? Vous y pensez le matin en vous rasant, comme l'on dit? Alors, je me rase le matin. Voilà, ça peut être un élément de réponse. Je crois qu'on doit la vérité aux gens, là on parle des Rennaises et des Rennais, quand vous travaillez comme on travaille avec notre groupe, quand vous êtes toutes les semaines sur le terrain, on était encore mardi dernier au marché du Gast à Maurepas, que vous proposez des choses systématiquement à tous les conseils, j'ai encore pris la parole hier soir au conseil métropolitain, quand vous travaillez, vous travaillez pas pour en 2026 dire je m'en vais. Ou je vous laisse, ou je passe à autre chose. Mon premier engagement viscéralement, c'est la ville de Rennes. L'Ille-et-Vilaine et la Bretagne ensuite, mais c'est la ville de Rennes au départ. Donc oui, en 2026, on doit être en mesure de proposer quelque chose. Et oui, j'espère de tous mes voeux que en 2026, avec notre groupe élargi, on sera effectivement au rendez-vous pour les Rennaises et les Rennais. Voilà, donc le rendez-vous est presque pris. Allez, il est pris. On va parler de Rennes, évidemment, ce matin, car Rennes est un peu sous les feux de l'actualité depuis quelques semaines, avec ces problèmes d'insécurité. Après cette fusillade qui a éclaté dans le quartier du Blône dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars dernier, cette fusillade qui résulte du trafic de drogue, finalement, des luttes de territoire. Est-ce que Rennes devient une ville, on va dire, gangrénée par la drogue et par l'insécurité? Alors, le mot de gangrène résume bien, et je remercie effectivement ce qui se passe à Rennes, puisque ça s'étend. Cette fusillade, tout le monde en a parlé, par son côté exceptionnel dans sa durée. Ça a duré 1 heure. Maintenant, c'est important que vos auditeurs et vos auditrices entendent que des coups de feu, il y en a à Clenay, il y en a à Maurepas, il y en a à Bréquigny, il y en a au Blône, et régulièrement. Quand on est vraiment sur le terrain, qu'on écoute ce que nous disent les gens et les témoignages et la police, et régulièrement, il y a des tirs d'armes à feu à Rennes. Là, il y avait un caractère exceptionnel puisque on était plus dans une scène d'un film de Michael Mann que à Rennes, le Rennes qu'on aime et qu'on a envie de fréquenter. Donc oui, les quartiers sont gangrénés par le narcotrafic. Oui, il y a une montée de la violence et aujourd'hui, c'est cantonné à certains trafics, certaines places, c'est très très bien identifié. Maintenant, ça concerne quand même 4 à 5 quartiers de Rennes, donc c'est assez inquiétant. Est-ce qu'on a une dérive, je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais un petit peu à la marseillaise, c'est-à-dire que l'on voit progressivement depuis des années ce trafic s'installer et perdurer finalement? Alors ce trafic, la dérive à la marseillaise, j'ai dit dernièrement, on est le Marseille des années 95. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le trafic s'est implanté,
Il n'y avait aucune fatalité à ça. Hein. Il faut bien comprendre que Rennes, c'est pas un port. Il n'y avait pas de raison à ce que le narcotrafic s'installe, si ce n'est que il aurait fallu embêter les petits trafiquants locaux avant d'avoir les trafiquants qui viennent maintenant des extérieurs. Je vais vous donner une image. J'ai habité au Blône dans ma jeunesse. Avec mon copain Philippe, on allait faire des footings d'Italie jusqu'à la place du Banat, en passant par ce qu'on appelait le bois aux Allemands. Il n'y avait aucune stratégie d'évitement à cette époque-là, et on est dans les années 90. Et on voyait des petits chauffeurs, comme on dit, mais on était, il n'y avait aucune zone dite de non-droit ou aucune zone dangereuse. Quand je suis allé faire ma vidéo le 15 décembre au Blône, ma collaboratrice est arrivée 5 minutes avant nous. J'étais avec Nicolas Boucher du Modem, qui est élu avec moi à la mairie. Et on a été faire une petite vidéo appelée par les habitants pour dénoncer la violence. On est le 15 décembre, hein. Vous voyez, c'est avant la fusillade. Eh bien, ma collaboratrice a été prise à partie par des dealers de la place du Banat qui lui ont dit « T'es pas d'ici, dégage, t'as rien à faire ». Vous voyez ? On passe des années 90 où on peut faire des footings partout à on arrive en plein après-midi, un vendredi à 15h, et on dit dégage, t'es pas. Donc, il y a cette guerre des territoires. Il faut nommer les choses. Il faut oser dire qu'aujourd'hui, on commence à installer des zones de non-droit. On n'est pas dans Bac Nord. C'est pas vrai, il ne faut pas dire ça. Mais on y arrive gentiment. Et c'est pour ça que votre image de la gangrène tout à l'heure me parle. Ça monte doucement et ça détruit sûrement. Et comment soigner cette gangrène? Est-ce qu'il faut mettre plus de moyens? Est-ce qu'il faut que les élus dont vous faites partie, mais les élus, j'allais dire, de la majorité, prennent le problème à bras-le-corps? Par où justement commencer pour essayer d'éviter que ce trafic de drogue devienne à un moment insupportable pour les habitants, pour les gens aussi qui passent à Rennes? Alors, si je veux répondre sérieusement à votre question, il faut me donner une après-midi entière d'antenne. Voilà. Je ne pourrais pas vous donner l'après-midi entière. Ça, c'est entière. juste pour dire à vos auditeurs et auditrices, le problème est éminemment complexe. Dire que c'est facile, c'est se disqualifier. Et en tout cas, il faut disqualifier les gens qui disent que c'est facile. La réponse, elle est évidemment dans une réponse sécuritaire, c'est-à-dire de mesures propres à la sécurité. Mais elle est aussi dans les formes urbaines, dans ce qu'on fait de la ville, dans la densification des habitants. Plus vous entassez les gens, plus vous décidez de faire la fameuse métropolisation que je combats fortement. Et j'ai envie que nos amis bretons et bretonnes nous entendent, je combats la métropolisation. Bon, plus vous entassez les gens, plus vous aurez intrinsèquement de la violence. C'est prouvé, les sociologues l'ont bien théorisé. Donc, il y a des mesures sécuritaires à prendre, c'est évident. La tarte à la crème, mais il faut quand même le dire, c'est un développement de réseaux de vidéosurveillance vraiment très actif, c'est-à-dire avec un bon maillage, comme disent les policiers nationaux et les enquêteurs. Il faut une présence de terrain, il faut de la police de proximité. Si l'État ne l'a pas, les pouvoirs du maire permettent qu'on ait une police de proximité. Moi, je dis qu'il faut doubler la police municipale dans son effectif actuel pour créer des commissariats de quartier. Vous savez, ces îlotiers qui sont là avec marqué police municipale et qui vont dire bonjour aux commerçants, qui vont être interpellés par les habitants en disant tiens, maintenant ils sont dans la rue derrière. Voilà. Pratiquer ce que d'autres maires m'ont expliqué, le harcèlement présentiel passif. En fait, la drogue, c'est un business. Et si il y a des policiers qui sont à côté, sans aller au contact, il y aura moins de clients parce que peur de l'amende. Donc, de là, on va assécher le marché. Bon, ça, c'est quelques mesures. Il faut aussi des patrouilles de nuit de police municipale, ce que la maire avait dit dans son programme en 2020. Et ce qu'elle n'a pas fait, elle a juste étendu les horaires pour les sorties des bars au centre-ville de Rennes en fin de semaine. Donc, vous voyez, c'est tout un tas de mesures. Plus de coopération avec la police nationale, une radio commune, soulager la police nationale qui est en manque d'effectifs, la soulager sur les petites interventions, les tapages nocturnes, des choses comme ça, pour justement permettre à la police nationale, dans ses prérogatives, d'aller sur le narcotrafic. Et puis, je dirais la mesure qui est la moins spectaculaire, mais qui, moi, me paraît la plus importante pour la police municipale, c'est aussi avoir l'amour de sa police municipale. Voilà. Si demain, en 2026, j'étais maire de Rennes, j'aurais, j'allais dire, cet amour de la police municipale, j'aurais ce respect, je poserai avec eux, je ferai des photos avec eux, je les encouragerai, parce que c'est la police de proximité des Rennaises et des Rennais. Il y a une forme de dogmatisme à gauche. Alors en l'occurrence, c'est la majorité qui dirige la ville à Rennes, via Nathalie Appéré. Est-ce qu'il y a une forme de dogmatisme à se tenir un peu éloigné des forces de police pour ne pas, pour garder une forme de paix quelque part dans les quartiers? Alors, oui, alors il y a deux gauches
Là aussi, c'est complexe. Il y a deux gauches. On a les communistes qui ont vraiment un vrai souci de l'ordre, un vrai souci de la sécurité. Vous m'entendrez jamais dire que les communistes sont laxistes, bien au contraire. Mais eux, ils disent tout est à l'État. Localement, on ne doit rien faire. Je suis pas d'accord avec cette position, mais je reconnais leur position. Et puis, il y a une autre gauche qui est plus dans une espèce de laxisme. On donne tout à l'État, mais finalement, il faut pas aller embêter les jeunes qui trafiquent. Il faut comprendre, il faut mettre des médiateurs. Oui, il faut mettre des médiateurs. Mais pour marcher, il faut deux jambes. Médiation, sécurité, répression, encouragement. Donc, ce logiciel qu'a aujourd'hui Nathalie Appéré avec ses alliés verts, malgré les discours récents où on dit qu'on va mettre des caméras, moi je suis venu parce que je voulais pas tordre les propos, mais le 23 mars 2021, Mathieu Thaurier s'exprime contre la vidéoprotection. Yannick Nadezan, le 13 septembre 2021, quand il y avait les grands débats sur la sécurité à Rennes, s'est exprimé. Valérie Faucheux, en 2015, s'exprime contre la vidéoprotection. Bon, donc on voit bien que c'est pas, si je pouvais m'exprimer très verbalement, c'est pas leur truc, mais aujourd'hui c'est nécessaire. Quand on discute avec les procureurs, avec les préfets, avec les policiers, avec les maires d'autres villes, ils vous disent c'est nécessaire, ça ne résout pas tout. La vidéoprotection sans présence humaine, ça ne sert à rien. La vidéoprotection sans quelqu'un derrière les écrans pour diriger les hommes sur le terrain, ça ne sert à rien, c'est clair. Par contre, c'est un tout, la sécurité. Mais ça passe de la médiation à l'urbanisme, à la présence terrain. J'allais parler justement, vous lâchez le mot urbanisme, Charles Compagnon. Aujourd'hui, on a ces grands ensembles. Certaines villes ont fait le choix de commencer à détruire ces grandes tours. On a vu le cas ici à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, et il y en a d'autres. Est-ce qu'il faut repenser l'aménagement du territoire? Est-ce que c'est aussi une des pistes pour peut-être rendre des quartiers plus sympathiques à vivre, peut-être plus accessibles aussi pour les forces de police quand il y a des interventions? Est-ce qu'il faut imaginer ça pour le futur? Alors, c'est mon grand combat. Souvent, certains, parce que je suis un peu arrivé par là en politique, m'ont caricaturé sur la sécurité. C'est un sujet que je maîtrise et que j'espère que je vous l'ai montré ce matin. Mais mon grand combat, c'est l'aménagement du territoire. Assez bizarrement, quand effectivement, on est conseiller municipal de Rennes, on peut penser qu'on ne pense qu'à Rennes. Et je pense que Rennes existe dans son territoire. En Ille-et-Vilaine, le territoire d'où je viens, où est Rennes, donc territoire voisin des Côtes-d'Armor où nous sommes, on a une grande chance, mais on l'a aussi dans les Côtes-d'Armor, c'est qu'on a un territoire aujourd'hui qui est encore habité. C'est-à-dire qu'on a un maillage de grandes villes, Rennes, Saint-Malo, on a des villes moyennes, Vitré, Combourg, Tinténiac, et puis on a les petites villes, Montreuil-le-Gard, Mordel, etc. Donc, enfin Mordel, ils vont pas être contents si je dis que c'est une petite ville. Mais voilà, on a ce maillage. Et en fait, ce que nous propose Nathalie Appéré, et c'est une proposition politique qui s'entend, c'est un peu ce que moi je caricature comme la ville trou noir, c'est-à-dire la métropole qui va aspirer l'économie, qui va aspirer les services, qui va aspirer les habitants en leur disant regardez, franchissez la rocade, vous aurez plus de problème, vous aurez un métro, vous aurez plus d'embouteillage, vous aurez plus de voitures, vous serez en vélo cargo, c'est super. Sauf que à côté, il y a des endroits pour que les gens habitent. Il y a des endroits, il y a des services qui sont demandés. La ville, au lieu d'être un trou noir, moi je veux qu'elle soit un soleil. Il faut que la ville de Rennes rayonne sur son territoire. Il faut qu'elle soit généreuse, non seulement avec l'Ille-et-Vilaine, mais avec les Côtes-d'Armor, le Morbihan, le Finistère. Il faut que la ville de Rennes distribue. Alors, ça peut paraître antinomique quand on dit, mais cet homme-là, il dirait qu'il veut être maire de Rennes et il parle de distribuer. Mais c'est un modèle de société, c'est un modèle de ville. Et effectivement, je suis contre les grandes tours. Je suis contre l'entassement des populations. Vous savez, c'est le principe du micro-ondes. Plus vous bougez des particules très vite, plus ça chauffe. Et on reboucle sur la sécurité. Donc, je prends souvent cet exemple de Pierre Ménury qui, quand il avait installé l'usine Sanden à Tinténiac, certains lui disaient il est complètement fou, ça marche pas. Il a complètement dynamisé le pays de Combourg avec cette installation de Sanden. Il a dû se battre contre Edmond Hervé à l'époque. Donc voilà, moi je m'inscris dans cette lignée de penseurs qui ont milité pour l'équilibre du territoire breton, brétilien et rennais. Avec un territoire qui est riche, on le voit, et puis avec des demandes. Alors, j'avais prévu de vous poser la question à la fin. Je l'ai posé à plusieurs invités ici dans la matinale. On parle beaucoup d'autonomie de la Bretagne. Après cette autonomie qui est en marche déjà en Corse, le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, a lancé ce fameux chiche. Si la Bretagne avait un peu plus d'autonomie, est-ce que ça peut être bien pour des villes comme Rennes d'avoir plus d'autonomie aussi au sein de la région, j'entends, avoir
plus d'autonomie, c'est-à-dire peut-être de bénéficier de plus d'aide, de plus de pouvoir décentraliser, de pouvoir faire des choses justement. Alors, oui, mais avec ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que si c'est pour demain être des villes-régions, comme ce qui nous pend au nez avec Nantes, Brest et Rennes, et plus rien autour, non. Si c'est pour avoir justement plus d'autonomie, mais dans un souci de rayonnement sur le territoire, alors là, effectivement, ça mérite d'être étudié. Donc voilà, on laisse la porte ouverte à cette possible autonomie. Je vous avais promis qu'on parlerait des européennes, parce que c'est important. Rennes est aussi une ville tournée vers l'Europe, hein, on le voit, avec des Bretons et des Rennais qui sont quand même plutôt pro-européens, et qui votent quand même peut-être un petit peu plus que le reste du territoire. On a des enjeux aujourd'hui pour les villes, justement, les grandes villes, pour les territoires, là encore, avec ces élections européennes, qui vont se dérouler dans un contexte de guerre, hein, on le voit avec la guerre en Ukraine, et dans un contexte très difficile au niveau sociétal, avec beaucoup d'inquiétudes sur la possibilité de vivre mieux en France. Dans cette Europe importante, cet enjeu des européennes, alors pour Horizon, on va en dire un mot, mais aussi pour des villes comme Rennes, est-ce que ce sont des enjeux, j'allais presque dire, importants et incontournables pour la suite? Alors, ce sont des enjeux qui sont éminemment importants puisque Rennes est en France, enfin Rennes est en Bretagne, pardon. Rennes est en Bretagne, la Bretagne est en France et la France est en Europe. Voilà, ça paraît être une palissade, mais il faut reposer aussi les choses. Moi, je fais partie de ces gens qui disent qu'on a besoin d'Europe. Mes amis du Modem le poussent encore un peu plus fort, mais on a besoin d'Europe et à tous les gens, et puisque vous me lancez sur l'Europe, à tous les gens qui seraient tentés de ne pas aller voter ou qui se détourneraient de l'Europe, je veux leur dire que évidemment on va trouver des choses où l'Europe ne fait pas bien les choses. Évidemment on va trouver des choses où l'Europe n'est pas parfaite. Et pour avoir été visiter le Parlement européen, avoir été accueilli et m'être fait acculturer, on va dire, à cette administration européenne, l'Europe n'est pas parfaite, loin de là. Mais on en a besoin. On en a besoin. C'est primordial. Sans l'Europe, on va se retrouver entre les blocs russes, les blocs chinois, les blocs indiens, les blocs américains. On n'est que 70 millions en France et on ne pèsera rien au niveau international. Donc, au contraire, investissons-nous politiquement sur le débat européen, sur les questions sur l'agriculture, les questions de souveraineté, les questions aussi, osons dire, de protectionnisme. L'accord CETA vient d'être cassé par le Sénat. Ça doit nous interroger. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont voulu protéger l'agriculture. Il y a un grand débat même au sein de la majorité. Mais il faut que les gens s'investissent sur ce sujet européen qui paraît un peu loin d'eux. Nous, en Ille-et-Vilaine, et à Rennes plus particulièrement, on a la chance d'avoir une députée européenne, Marie-Pierre Védrenne, qui fait énormément de pédagogie, qui prend beaucoup la parole, qui donne de son temps pour justement expliquer l'Europe et notamment aux jeunes. J'ai assisté à quelques réunions et on va rentrer en campagne, on est rentré en campagne là et sur les marchés, on ira faire de la pédagogie sur ce que l'Europe apporte aux Bretons. Voilà, Marie-Pierre Védrenne qui est venue assez souvent, qui viendra encore au micro de Bretagne 5 pour parler d'Europe. On va en parler beaucoup ces prochaines semaines. L'Europe, justement, j'allais vous couper la parole pour dire, mais aujourd'hui les gens, les citoyens, les Bretons disent oui, mais l'Europe c'est loin, on ne la comprend pas toujours, cette Europe. Ouais, parce que déjà, médiatiquement, c'est pas un sujet sur lequel... C'est comme la sécurité. Je veux dire, si vous m'invitez une après-midi, on parlera d'Europe, on viendra avec les dossiers. Mais c'est des sujets qui sont éminemment complexes, qui méritent de ne pas être caricaturés. Les agriculteurs ont besoin d'Europe aujourd'hui. Clairement, moi c'est vrai que l'Europe s'est montée sur le libre-échange, sur la libre circulation des biens. Enfin, sur l'euro, c'est quand même c'est l'Europe tout ça, et c'est du concret. Aujourd'hui, on paye avec l'Europe, on voyage avec l'Europe. Enfin, je veux quand même rappeler aux gens qui, quand ils allaient en Angleterre, enfin Angleterre c'est un mauvais exemple, pardon, mais en Belgique, en Italie, enfin surtout en Espagne. Enfin, rappelez-vous les queues aux frontières, toute une préparation, etc. Ça peut paraître assez trivial sur les enjeux internationaux d'aujourd'hui, mais concrètement, ça a changé nos vies aussi. Donc, oui à l'Europe, et par contre, il faut que les citoyens s'investissent sur ce débat-là. C'est trop facile de critiquer sans vraiment aller au fond des choses. Donc, on aura des réunions thématiques, on va expliquer un peu aux gens ce que ça leur apporte sur le terrain en termes d'agriculture, en termes de commerce, en termes d'économie,
en termes d'aide sur les constructions et les infrastructures. Il faut savoir, l'Europe aide aussi sur les constructions, des infrastructures, des investissements, des implantations de sociétés. Enfin, voilà, sur tous les terrains, l'Europe est présente. Alors, avec une Europe, là je parlais de défiance tout à l'heure un petit peu de la part des citoyens, avec une Europe, en tout cas des élections européennes, dont on dit que le Rassemblement national pourrait peut-être faire un peu le juge de paix avec des sondages, hein, évidemment, ça reste des sondages qui donnent quand même une confortable avance pour le Rassemblement national. J'ai posé la question à plusieurs intervenants, là encore, et je vous pose à vous, Charles Compagnon, la question, est-ce que c'est de nature à vous inquiéter, cette montée du Rassemblement national, et plus largement peut-être du populisme en Europe? Alors j'espère que je vais pas choquer vos auditeurs et que je vais pas vous choquer vous, mais la montée du Rassemblement national, elle est la responsabilité de tous ceux qui sont engagés en politique depuis 50 ans. Alors, je vais me permettre de ne pas me mettre dedans, je suis engagé en politique depuis 3 ans, voilà. Mais je crois que c'est Camus qui disait ne pas nommer les mots ajoute au malheur du monde. Et à force de... Et on reboucle sur la sécurité, notre premier débat quand je suis arrivé, c'est qu'à force de ne pas dire les choses, à force de ne pas dire oui là il y a un problème monsieur, oui madame, là vous avez raison, c'est pas normal, à force de regarder ailleurs, effectivement on a laissé tout un tas de sujets à des groupes politiques, comme par exemple le Rassemblement national. Moi, je me bats au sein d'Horizon, je me bats au sein de Libre d'Agir pour dire nous devons aborder tous les sujets. Il n'y a pas de mauvais sujets, il n'y a que des mauvaises réponses éventuellement, ou des bonnes réponses. Donc, non, la montée du Front National me fait pas peur si on accepte de regarder tous les sujets, d'apporter nos propres solutions. Et puis, moi, je viens du privé, de l'entreprise. Alors, il faut regarder un peu ce que font les concurrents, mais il faut aussi regarder ce qu'on fait nous et être assez focus sur les propositions qu'on va faire. Donc, je fais partie de ces gens engagés qui, au lieu de commenter ce que font les autres, je vais dire, voilà, moi, ce que je propose. Et si ça plaît, eh bien, on le mettra en œuvre. Avec un autre sujet qu'on n'a pas abordé, mais dont on parle beaucoup, évidemment, c'est l'immigration, c'est l'arrivée des migrants. Et il y en a beaucoup à Rennes. Alors, quand je dis beaucoup à Rennes, c'est pas plus à Rennes qu'ailleurs, mais il y en a beaucoup qui se sont tournés vers Rennes parce que, voilà, c'est une grande ville, il y a peut-être des espoirs nourris. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre le problème et qu'on a laissé, là encore, pendant des années, ce problème, je vais pas dire pourrir, mais en tout cas, on a peut-être un peu, effectivement, regardé ailleurs. Alors ce matin, vous avez décidé d'aborder que des sujets complexes. C'est pas une après-midi, c'est une semaine qu'il faut. Oui. C'est des sujets qui préoccupent finalement. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes parce que ils sont du domaine de l'État, ils sont du domaine de la ville, ils sont du domaine aussi du département. Et aujourd'hui, effectivement, à Rennes, on a des problèmes sur ces sujets-là, et notamment sur les exilés, mais aussi parce qu'on a des associations qui vont chercher des exilés dans d'autres départements et qui leur disent « venez en Ille-et-Vilaine ». Notre mouvement Horizon Libre d'Agir, évidemment, on s'inscrit dans... Enfin, moi, je m'inscris dans ce qui était la droite sociale à une époque, là, rappelez-vous, la droite séguiniste, etc. C'est aussi les valeurs d'Horizon. Donc l'aide, oui, le social, oui, mais venir... Le mot est pas joli, je m'en excuse, mais venir entasser des gens, les mettre dans des parcs de la ville, aller les chercher dans le Morbihan en disant « Vous avez une OQTF, mais rassurez-vous, en Ille-et-Vilaine, on va continuer à vous donner de l'argent, etc. etc. » C'est utiliser le malheur des gens, instrumentaliser le malheur des gens. Et à Rennes, on vit ça actuellement. Je vais illustrer mon propos. Au conseil municipal, le dernier, on a voté une délibération pour dire qu'on allait donner de l'argent à des associations qui vont donner de l'argent aux exilés, jusque-là, très bien, mais a été rajouté quel que soit leur statut administratif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Rennes, on va donner des subventions pour des gens qui ont des OQTF. Quand on sait d'où vient la personne qui a assassiné le professeur Bernard, ça pose question. Donc, aider, oui, instrumentaliser la misère, non. Donc, effectivement, ce sujet, il est très sérieux et très complexe à Rennes. On pourrait le raccrocher, le raccorder, si vous permettez le terme, il est un peu trivial, aussi au problème de la précarité. On le voit aujourd'hui dans des villes comme Rennes et partout ailleurs. Attention, là encore, il ne s'agit pas de dire, voilà, il se passe des choses à Rennes, c'est mieux ailleurs. Non, non, la précarité est très présente, on le voit, même au niveau des étudiants. Il y a aujourd'hui l'inflation, il y a aujourd'hui des difficultés à vivre. Comment agir sur le terrain
pour une municipalité comme Rennes, pour essayer de faire en sorte que la précarité soit, sinon endiguée, en tout cas, qu'on puisse aider ceux et celles qui sont dans la précarité? Ça passe par une bonne gestion de la ville. Là aussi, ça passe par avoir une gestion saine de la ville afin de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin avec des outils de solidarité. Il y a le logement, il y a l'alimentation. Là aussi, la ville peut faire beaucoup de choses. Malheureusement, aujourd'hui, il faut aussi appeler un chat un chat. La ville n'a plus les moyens de ses ambitions, hein. Sur le budget de 2024, alors c'est très technique, mais sur le budget de 2024, on a un budget qui tourne autour de 468 millions d'euros. Et on va dégager une épargne nette, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais de 800 000 euros. Donc en fait, en gros, on est au bord de plus avoir d'argent pour investir, pour aider, etc. Donc ça passe par une gestion saine afin de flécher les choses sur la sécurité, la solidarité des plus fragiles, et puis aussi d'agir en humilité aussi quand on est en responsabilité, d'être humble en se disant, mais à Rennes, on va peut-être pas pouvoir aider le monde entier, on va même pas la France entière, et déjà les Bretons, mais ça veut dire aussi que s'occuper de ceux qui sont là, accueillir les étudiants, 70 000, et si on fait des nouvelles écoles, s'assurer, c'est bien de dire on ouvre des nouvelles écoles, est-ce qu'on va pouvoir les loger? Est-ce qu'on va pouvoir leur proposer les formations? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'alimenter? Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver les jobs étudiants qu'ils doivent trouver pour ceux qui peuvent travailler? C'est bien d'être généreux, mais il faut être aussi un petit peu organisé et en avoir sur tous les moyens. Il nous reste 2 minutes à peine. Notre réalisateur est intransigeant sur le temps. Il nous reste 2 minutes. Aujourd'hui, on entend beaucoup de Bretons, de Bretonnes, plus largement de Français, de Françaises qui disent voilà, les hommes politiques, ils nous ont fait des promesses pendant des années, tout ça. Aujourd'hui, on n'en veut plus. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire moins de promesses et puis être plus dans le concret? Il faut être dans le concret, oui. Il faut que c'est pas des promesses, c'est des sujets qu'on va mettre en route, qu'il faut proposer aux gens. Au marché du gaz, je vous ai dit tout à l'heure, mardi, il y a une dame qui m'a dit avoir 65 ans. Elle m'a dit « Ah non, monsieur, je prends pas votre tract, moi j'irai plus voter. Et elle est partie avec ma carte. On a prévu de prendre un café parce que je lui dis « Mais moi, j'entends, j'étais à votre place. » Enfin, j'ai toujours voté, mais j'étais un peu désabusé. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé. Et je vois une génération aussi de personnes qui s'engagent, qui ont fait d'autres choses avant, hein. Moi, je suis rentré en politique à 47 ans, donc j'ai une vie derrière. J'ai fait plein de choses et j'ai envie de redonner aussi et de prendre un peu les rênes pour dire, sans mauvais jeu de mots, pour dire voilà, on peut proposer une autre politique. Moi, je trouve que le débat qu'on a avec Nathalie Perret, il est très sain. Elle propose une vision de la ville, elle l'assume, j'en propose une autre et je l'assumerai. Voilà, c'est le débat d'idées. Important, sain et important pour la démocratie. Charles Compagnon, vous étiez avec nous ce matin dans la matinale. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal d'opposition à Rennes, président du groupe Libre d'Agir pour Rennes. J'avais oublié le libre tout à l'heure. Libre d'Agir pour Rennes. Et vous étiez avec nous en direct dans la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre invitation. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.